parlant de catégorisation de clientèle. Tout à l'heure, on parlait de loueurs et que le particulier est de moins en moins présent sur le crédit. Si j'ai bien compris, c'était ça tout à l'heure? Alors, c'est en lien avec les aspects de conjoncture actuelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait tous que l'année 2023, sur les derniers trimestres, les 4-5 derniers trimestres, on a vécu quand même des pressions inflationnistes fortes et ça a engendré aussi des effets de resserrement monétaire qui se sont traduits par des augmentations de taux de crédit, etc. Les effets aussi d'augmentation des prix de véhicules font partie un peu du paysage. Et donc, cela fait qu'aujourd'hui, que nous sommes dans un environnement où le pouvoir d'achat est relativement impacté, certainement. Et elle est aussi, on va dire, la confiance des ménages, on le voit clairement, elle est à ces niveaux les plus bas aujourd'hui depuis plusieurs trimestres. Et donc, c'est ce qui crée aujourd'hui sur le marché une diminution du poids du particulier dans les achats. Je pense qu'aujourd'hui, le marché, je pense que mes collègues peuvent le confirmer, il est beaucoup plus drivé en termes de vente par le professionnel, par la société, le commerçant et le loueur, au détriment du particulier. Et c'est le reflet tout simplement de cet aspect de conjoncture qui est là et je pense qu'il est aussi voulu parce que l'augmentation des taux d'intérêt était aussi une politique monétaire voulue sur le marché pour pouvoir maîtriser l'inflation. Et donc, on ne s'étend pas de voir aussi une réduction du poids des particuliers au niveau des achats. Évidemment. Mais je pense que les ingrédients, en tout cas les indicateurs sur les prochains trimestres, s'annoncent plutôt meilleurs sur l'inflation, sur la confiance des ménages. Et peut-être, donc, prochain trimestre, il faut s'attendre à une amélioration progressive là-dessus. Tu confirmes, Adil? Oui, je confirme que la tendance est plus pour l'entreprise sur tout ce qui n'est pas premium. Sur le premium, on continue à avoir donc le particulier qui drive la demande. Maintenant, le premium, comme vous le savez, c'est 9% du marché. Donc le gros du marché est effectivement drivé par les généralistes qui ont une part loueur et entreprise qui est assez costaud. Un point sur lequel je voulais revenir aussi, c'était ce que disait Cédric. Quand on a des produits différents dans sa gamme et qu'on s'adresse à des publics différents, il y a des formules de financement forcément différentes. Et aujourd'hui, dans les acteurs qu'il y en a qui se sentent plus à l'aise sur une cible qu'une autre. Donc moi, si j'ai 3 cibles et que j'ai un partenaire qui est très bon sur 2 sur 3, soit je décide de travailler qu'avec un partenaire et je fais le sacrifice de ma 3e cible, soit je mets quelqu'un d'autre et je m'organise différemment pour que chacun soit bon sur la partie qu'il sait gérer dans mon intérêt et dans leur intérêt à tous les deux. Mais pour le client, c'est transparent parce qu'il ne sait pas qui y a derrière. Lui, ce qu'il voit, c'est la marque blanche. C'est qui a finance et AC Finance ou Autonomie Finance. Non, mais ça se fait en bonne intelligence parce qu'aujourd'hui, même le partenaire, il te dit, moi, je peux pas être bon partout. Moi, je peux être bon sur ça et je sais le gérer et je peux te satisfaire ton client. Donc, sur le reste, à la limite, ça peut l'arranger parfois d'aller chercher quelqu'un d'autre qui va porter un risque qu'il maîtrise mieux. Et du coup, ça règle le problème à tout le monde. Maintenant, la grande question qui va se passer dans l'avenir, bon, ça va commencer d'abord par l'Europe, les pays très matures, avant que ça ne vienne chez nous, c'est que la notion de mobilité et de propriété et de type de mobilité va changer. Imaginez que, juste pour l'exemple, imaginez que tous nos clients, demain, deviennent dans la location plus à l'aise et qui décident tous d'aller louer des véhicules. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de traiter avec 1000 clients, je vais traiter avec 3 clients qui sont des loueurs. Ça devient eux les décideurs. Si demain, j'ai une structure qui fait de la location, mon client, il veut pas aller travailler avec le loueur X. Lui, il veut une solution de mobilité sous forme d'une location. Et donc, du coup, aujourd'hui, oui, mais aujourd'hui, les captives à l'étranger sont en train de s'adapter à la demande du client et les constructeurs ne voulant pas
avoir des gros mastodontes qui leur imposent leurs conditions, ils veulent continuer à travailler avec le particulier. Et pour continuer à travailler avec le particulier, il faut pouvoir satisfaire ses besoins de mobilité selon la forme dans laquelle il se présente. Donc ces captives ont commencé déjà à s'inscrire dans de la location longue durée, dans de la location à particulier, par exemple, dans du car sharing, dans différentes choses qui font que le client continue à être géré par le constructeur et sa captive plutôt que de dépendre de gros mastodontes. Tous les constructeurs ont peur de la massification de marché et sont en train d'essayer de maintenir ça. Maintenant, bon, de là à ce que ça nous arrive, on est loin. Il s'écoulera du temps. Le dernier point, et on va pas se cacher la face, c'est que ces captives, si elles sont si importantes, et aujourd'hui vous prenez le rapport annuel de n'importe quel constructeur, vous allez voir le constructeur, sa captive, et éventuellement une autre business unit. C'est que aujourd'hui, dans leur PNL, ça pèse un tiers c'est-à-dire que c'est une composante majeure de la rentabilité du constructeur. Et nous aussi, à travers les partenariats que l'on fait, bien sûr, c'est pour tout ce qu'on a dit, mais c'est parce que ça représente et ça représentera une part importante, plus ou moins importante, pas dans les normes européennes, mais de la rentabilité. Là, certains disent qu'on est déjà dans des niveaux de rentabilité élevés au niveau des captives. Certaines, enfin, je connais des gens qui. Après, je connais la réponse, mais pas la réponse, la question. Déjà, au Maroc, le coût du risque est élevé. Vous savez très bien qu'il y a quand même un problème d'impayés et leur grand boulot. Je pense c'est d'être le plus réactif en amont pour donner le crédit le plus rapidement possible, mais en même temps, avec une prise de risque. Des fois, je vois les dossiers qu'ils étudient. Moi, je prêterai pas un centime, hein, je vous le dis tout de suite. Mais donc, il y a une prise de risque, c'est leur métier, ils le font. Ils ont des outils de rating. C'est pas donné à tout le monde d'aller rater tout le Maroc, et Dieu sait c'est très divers. La deuxième chose, donc ça, il faut l'assumer. Ensuite, je pense que le public ne s'imagine pas les coûts IT que représente le traitement et les chaînes de traitement d'un crédit. Ça s'amortit vite. Non, les serveurs, il faut les changer tous les 5 ans. La redondance de votre IT, la deuxième succursale qui doit être étanche, loin de 100 km, loin du feu, loin du séisme, pour que en 48 heures, en 2 heures, on puisse retrouver tout notre système s'il se plante. Et pouvoir réamorcer et ne pas perdre nos données, etc. Je parle des captives comme si j'en étais une. Non, voilà. Mais je suis en train de défendre leur métier. Tu n'es pas encore arrivé à ce stade. Ensuite, le coût des ressources, vous savez comme moi il a été décidé au Maroc avec honnêtement beaucoup de prudence et beaucoup de doigté. Encore, il faut reconnaître à César, on peut râler de tout, mais là pour le coup, la hausse des taux d'intérêt a été très très bien jugulé au Maroc, contrairement à d'autres pays qui sont passés en Europe de l'Est. Moi, il m'arrive d'aller parce que en représentant Skoda, j'y vais. Ils sont passés des taux d'intérêt de 0,75 à 10,5 pour rebaisser un petit peu à 9,5. Donc pour eux, c'est la douche froide de tous les pays Donc il y a le coût des ressources qui a augmenté. L'IT, honnêtement, n'arrête pas d'augmenter. C'est comme avec toutes les puces, tout ce qui est embarqué. Le coût de l'IT dans l'exploitation aujourd'hui est devenu un coût. Ensuite, on a, pour saisir un crédit, il y a une personne qui est sur place pour que ça se fasse, pour avoir une réponse dans les 2 heures. Il y a tout un dispositif humain qui est mis en place, une animation. Il y a le commissionnement de tous les agents, et je sais qu'on adore les agents dans ce pays, il y en a une tripotée et tout le monde veut sa part. Donc à la fin, le coût du crédit, il est réel. Et les claques sont énormes. Moi, je me rappelle, on peut refaire l'histoire. On a combien, mais pendant le Covid, une idée. On ramenait pas large, hein, taux de casse. ni les importateurs, ni les sociétés de financement pour qui il y a eu une déferlante de demandes de report. Il a fallu gérer. Les loueurs, pas de tourisme, ouvrent les frontières, ferment les frontières.
Donc, à qui ils vont louer leur voiture? Donc, ils ont dû céder leur parc, et le plus vite possible parce qu'ils avaient des crédits. Donc, il y a un coût du risque au Maroc et un coût de la gestion du crédit qui est encore élevé. Je pense que ça pourra diminuer avec beaucoup plus de digitalisation. Moi, j'appelle la profession à énormément se digitaliser très en amont, avec une traçabilité. Parce que on a une chance, un dossier, un client égale un châssis. Donc, la traçabilité, elle peut être plus facile. Ensuite, il y a la concurrence, on va dire, au-delà des organismes, c'est les banques qui se sont mis à faire du crédit en vrac, mais qui est plus long, qui n'ont pas l'habitude, etc. Donc, opérationnellement, elles sont encore... elles n'ont pas la réactivité nécessaire au mode opératoire d'achat de véhicules. Après, je pense que... Et je regrette une seule chose, on va vous dire, et c'est le consommateur qui devrait le demander, et le demander à la Banque centrale, c'est d'avoir un TEG au Maroc. Ouais. Donc, c'est le taux équivalent global. Bon, vous l'appelez comme vous voulez, je ne me rappelle plus. Ils ont deux taux. Taux effectif global, et pour pouvoir comparer les offres. Bien évidemment, en intégrant les frais de dossier. En France, ils ont eu un débat pendant 25 ans sur est-ce que sur le taux, on devait intégrer l'assurance et les frais de dossier. Ça a été fait pour l'assurance et pas pour les frais de dossier, mais qui aujourd'hui sont offerts pour la plupart du cas. Mais moi, je suis pour, en tout cas dans ma position, que le crédit soit le plus clair et le plus transparent possible pour faire adhérer le maximum de personnes au crédit. Pourquoi? Parce que quand vous êtes jeune, on a tous été jeunes, et on commence souvent avec des petits salaires, la mobilité à Casa ou dans nos grandes villes, elle est pas bonne. On a besoin de voitures. On a tous besoin de voitures. Et quand on se marie, peut-être 2, et quand on a des enfants, c'est peut-être 3. Il faut quand même les financer, ces voitures. Donc, je suis pour qu'il y ait un maximum de transparence sur le crédit. Pour ça, il faut qu'il y ait un seul, pour pouvoir comparer. Plus on pourra comparer, plus le client sera en confiance, et plus le client est en confiance, plus on va switcher vers de la possession à de l'usage. Et donc, il pourra changer sa voiture. Bien sûr, ça va diminuer la marge sur le crédit ou même sur la voiture, parce qu'il faudra plus soutenir. Mais à un moment ou à un autre, il y aura plus d'accédants à la voiture. Tous ceux qui sont en VO aujourd'hui, vous savez que c'est 3 fois le marché accéderont au neuf avec du crédit. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Nous, on est là pour faire plaisir aux clients. Nous, on vend de l'émotion, on vend rien d'autre. Qu'il ait sa voiture, quel que soit son choix. Mais rappelez-vous, votre première voiture. Tout le monde se souvient de sa première voiture, d'occasion ou pas d'occasion. Donc, le crédit permet d'accéder j'allais dire du rêve, oui, à sa première voiture, sa deuxième, et même à 50 ans, c'est mon cas, on est toujours content d'avoir une belle voiture. J'appelle les enfants, voilà, je vais vous montrer ma nouvelle voiture. Ils sortent tous dans la rue, papa, fais ta voiture. Le crédit le permet. Et voilà, donc c'est des partenaires indispensables, et il faut